Il y a 2 semaines, je vous ai publié cette énorme enquête racontant 3 affaires terrifiantes autour des créatures de Trevor Anderson. Vous avez adoré, alors me voici, 4 nuits blanches plus tard, à vous présenter 3 nouvelles affaires autour des créatures de Trevor Anderson. Petit rappel pour ceux qui auraient oublié, les créatures dont on va parler, c'est genre... ce genre de truc. Ou encore ça, ou ceci. Toutes ces créatures ont un seul point commun, Trevor Anderson. Brailleur, je vous propose qu'on aille directement regarder le témoignage de cette affaire. Qu'est-ce que c'est que ce site ? J'ai entendu. Créer un site ? Oh non. Non, pas toi. Je t'arrête mon gars. J'ai l'outil parfait pour créer un site web rapidement. Créer un site web rapidement ? Tu sais très bien Que c'est pas possible ? Bah oui, Tu ignores tout de la puissance d'Odoo. Je vais t'aider. T'inquiète. bah je veux bien ton aide, mais... Odoo ? En gros, Odoo, c'est un logiciel tout en un qui offre un tas d'applications pour la gestion de ton activité. Ouais. Comme la vente, la facturation, Ouais. et même une application pour la création de sites web. T'as juste à renseigner des infos sur ton site, genre le type, ton activité, etc. Je vois la puissance. Regarde, tu peux soit choisir une palette de couleurs, soit ajouter ton logo, tu choisis ton thème et boum ! T'as plus qu'à le personnaliser. Attends mec, mais c'est incroyable! Mais par contre, attends, on est d'accord que là, il me reste à tout rédiger moi-même. Les posts, les blogs, etc. ChatGPT est intégré à Odoo. Comment ça? Bah, c'est très simple. Si t'as déjà du texte, ChatGPT peut le retravailler pour toi. Et si t'as rien du tout, il te suffit de rentrer un prompt et ChatGPT Fera le travail. Ok, mais si je dois traduire ton site dans plusieurs langues, Odoo le fera pour toi, avec de l'IA. c'est tellement incroyable. Tout le monde devrait utiliser Odoo. Ouais, je sais. Tu devrais peut-être leur dire. Ouais. Bon, vous l'avez compris, ce soir, Odoo me sauve la vie à nouveau. Vraiment, si vous avez besoin de créer un site gratuitement, hyper rapidement, foncez directement sur Odoo via le lien en première ligne de description. Et attention, t'oublies de dire Que la première application est gratuite à vie, et que l'hébergement et le support sont illimités à vie. Ou alors que le nom de domaine personnalisé est lui aussi offert pendant 1 an. Peut-être, c'est ça que tu voulais dire? Quoi? Comment tu sais? T'inquiète. J'ai essayé de faire un clin d'œil, voilà. Après je suis pas... j'ai jamais vraiment appris à faire des clins d'œil. Bref, sans transition, commençons avec la première affaire. La toute première fois qu'on a observé cette créature. Alors je sais, tu vois rien à l'écran, c'est parce que je vais vous la montrer à la fin de l'affaire, bien sûr. Tu vas la découvrir en même temps que le personnage principal de cette affaire l'a découverte. Première affaire. Nous sommes un beau matin du mois de mai, chaud et ensoleillé. Le printemps s'est définitivement installé sur l'hémisphère nord et tout le monde commence doucement à sortir et profiter du beau temps. C'est aussi le temps pour les écoles de faire leur fameuse sortie scolaire. Beaucoup d'enseignants attendent les beaux jours pour partir en voyage avec leurs élèves et c'est le cas de cette classe de CM1 qui partent en classe verte pendant quelques jours dans la forêt. Évidemment, les enfants sont enchantés. Tous les soirs, ils pourront appeler leurs parents pour qu'ils ne s'inquiètent pas. C'est donc lors d'une matinée très ensoleillée que les élèves arrivent sur les lieux de leur camp. Ils avaient énormément de chance. Le temps est splendide. Tout se passe à la perfection. De son côté, Monica est une mère très anxieuse. Son petit Matteo fait partie de l'excursion. Et c'était vraiment la première fois que le petit garçon quittait le cocon familial pendant quelques jours. Elle avait toujours très peur qu'il lui arrive quelque chose. Et vu son passif, c'était normal. Elle avait perdu son grand frère alors qu'il n'avait que 4 ans. Et malheureusement, cela avait marqué son esprit de manière indélébile. Jusqu'à aujourd'hui. Car en plus de ça, elle n'a jamais réussi à surmonter ce lourd traumatisme. Les 2 premiers jours sont sans aucun doute les plus compliqués pour la jeune maman. Mais heureusement, les 2 jours, l'appel de son fils à 7h30 la rassure énormément. Le petit garçon semble beaucoup s'amuser, il prend beaucoup de plaisir à ce voyage et cela fait du bien à Monica de l'entendre et de comprendre qu'il va bien. Le 3e jour, elle et son époux passent à table et discutent de leurs journées respectives. Alors qu'elle ramène un plat en cuisine, son regard se pose assez machinalement sur l'horloge. 8h moins quart, vous l'aurez compris. Matteo, qui est dans un camp au beau milieu de la forêt, aurait dû appeler il y a longtemps. Qu'est-ce qui se passe? Et s'il lui était arrivé quelque chose? Un accident? S'il était à l'hôpital? Elle arrive un peu à maîtriser ses pensées, surtout lorsqu'elle pense à son enfant. Alors elle en parle à son mari, qu'il puisse l'aider. Ses réflexions sont plus fortes qu'elle. Au bout de quelques minutes, n'en pouvant plus, elle attrape le téléphone et elle appelle le campement.
Pas de réponse. Elle essaie vraiment de prendre sur elle, de se dire que son fils est en sécurité, qu'ils ont sûrement pris un peu de retard, que ça arrive, mais elle n'y arrive pas. Elle sait que leur emploi du temps est précis. Si précis qu'un retard de presque 20 minutes était impossible selon elle. Son mari, le père de Matteo donc, tente de la raisonner, mais plus le temps passe, plus son angoisse est grande. Et moins elle parvient à se contrôler. Alors aux alentours de 8h15, elle ne peut pas se retenir plus longtemps et a tout de suite appelé une autre mère qui est également une amie proche, Maria. Et ce qu'elle apprend l'angoisse encore plus qu'elle ne l'est. Son amie a décroché assez vite, un peu trop vite même. Elle non plus n'a pas une nouvelle de sa petite fille Lina, et cela l'inquiète de plus en plus. Elles ont toutes les deux tenté de joindre d'autres parents pour avoir des nouvelles. Mais très vite elles ont dû se rendre à l'évidence. Personne n'a eu de nouvelles du camp. Tous les parents étaient de plus en plus inquiets. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors les minutes s'écoulent, 8h30, 8h45, 9h, 9h15. La vérité c'est que aucun enfant n'a appelé ce soir-là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Personne. Et cela sans avoir prévenu qui que ce soit. C'est pas normal. En panique, Monica n'est plus capable de quoi que ce soit, mis à part pleurer. C'est Xavier, son mari, qui prend le relais, en essayant d'appeler directement l'un des professeurs sur son téléphone portable. Ok, donc vous êtes en train de me dire que là, ils ont appelé le campement, ça répond pas? Alors ils essayent d'appeler les profs, individuellement, et ça ne répond toujours pas. Ok, là on réalise qu'il y a un vrai problème, soit la connexion internet a disparu là-bas, soit il s'est passé un truc grave, bordel. Ça commence à être franchement inquiétant, même pour lui. Au bout d'une bonne demi-heure d'appel infructueux, il décide d'appeler les gardes forestiers, ne serait-ce que pour apaiser ses craintes et celles de Monica. Ils sont heureusement très réactifs et leur promettent de faire le maximum pour vérifier que tout va bien pour eux, mais qu'il ne devrait pas y avoir de raison. Ce qui est encore plus bizarre à ce moment-là, c'est qu'en fait ils ont réussi à atteindre les gardes forestiers, qui sont genre à 5 minutes du campement. Alors comment est-ce que le Wi-Fi passe chez les gardes forestiers, mais ne passe pas au campement? On dirait qu'il s'est passé un truc là-bas en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, le téléphone sonne. Xavier répond, avec l'espoir d'entendre son fils. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Les gardes forestiers sont bien arrivés sur place, mais ils ont dû attendre l'arrivée de la police avant d'appeler qui que ce soit. Les corps des 3 professeurs présents sur place ont été retrouvés dans les dortoirs, dans des états qui ne peuvent pas être décrits ici. Et les enfants, disparus, volatilisés, sans laisser aucune trace. Seules leurs affaires sont restées parfaitement intactes dans leur dortoir. Rien n'a bougé, rien n'a été volé, leurs téléphones portables sont là, partout, mais il n'y a personne. Des indices ont bien entendu été recherchés par la police, mais rien n'a été trouvé sur les lieux. Encore plus inquiétant, à partir de ce moment-là, des disparitions d'enfants et de nourrissons commencent à avoir lieu dans les environs. La police est sur les dents, la population est terrifiée, et tout le monde se barricade. Seul indice, un son de cloche sur les lieux des enlèvements, mais rien d'autre. Cependant, l'enquête ne s'est pas arrêtée pour autant. La police recherche toujours les enfants, mais à l'heure actuelle, aucun indice ne permet de dire où ils sont, ni même s'ils sont encore en vie. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel? Eh bien évidemment, j'ai une réponse à tes questions. Vous avez peut-être déjà entendu parler des Bellringers. Des créatures décharnées, humanoïdes, pouvant ressembler à un squelette si on enlève les bras. On dirait qu'elle est constituée d'une très large cage thoracique, d'une petite tête avec une cloche, comme ces très vieilles cloques avec lesquelles on sonnait les changements de classe à l'école. Ce sont des créatures qui chassent en meute et qui s'en prennent qu'aux enfants. Ils dévorent, ils ne s'en prendront jamais vraiment un adulte, sauf si celui-ci cherche à protéger un enfant. Ils détestent les enfants pour une raison qu'on ignore. Ils habitent en général dans des écoles abandonnées, ou des lieux où des enfants sont censés aller qui ont été laissés à l'abandon. Messieurs, dames, voici les Bellringers. La première créature traitée dans cette première affaire sur les créatures de Trevor Henderson. Terrifiant, n'est-ce pas? Honnêtement, c'est pas aussi terrifiant que la deuxième affaire. Un samedi après-midi, alors que les fêtes de fin d'année devraient arriver à grands pas, Thomas, 9 ans, se promène avec sa famille dans un grand complexe commercial. L'occasion pour lui de s'amuser avec ses cousins et sa sœur. Puis, cela permettait aussi aux parents de regarder discrètement ce qu'ils allaient prendre à leurs enfants pour Noël et quels cadeaux faire au reste de la famille par la même occasion. C'était donc une bonne occasion pour la famille de sortir. Le centre commercial était immense, il abritait des dizaines et des dizaines de magasins et il y était très facile de se perdre. Heureusement, la famille était très groupée. Une mésaventure était déjà arrivée quelques mois auparavant, inutile de rajouter. Thomas était un petit garçon assez remutant. Il avait tendance à toujours courir un peu partout, et ça lui a d'ailleurs valu quelques soucis à l'école. Mais étrangement, dans le centre commercial, il se tenait particulièrement tranquille. Étrange quand même pour un petit garçon turbulent. Eh bien pas tant que ça. Je vous parlais d'un incident il y a quelques secondes. Eh bien, il fait partie des 2 raisons pour lesquelles il se tient tranquille. La première, c'est pour avoir droit à un tour de manège que ses parents lui ont promis, s'il était sage. Et surtout, la famille a déjà connu une mauvaise expérience avec le cousin de Thomas, Martin, qui s'était perdu pendant des heures dans le centre commercial.
Il n'avait été retrouvé qu'à la fermeture, prostré et pleurant toutes les larmes de son corps dans un coin. Cela avait marqué le petit Thomas, qui avait refusé pendant longtemps d'aller dans le moindre magasin. C'était la première fois qu'il y remettait les pieds. Les allées du centre commercial étaient remplies d'animations, entre le Père Noël qui se promenait en distribuant des bonbons, des petits spectacles. Les petits étaient comblés. Thomas était finalement très heureux d'être venu avec ses parents. Mais il avait surtout hâte de faire à son tour le manège. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi je prends un ton de voix comme ça? Je sais pas, voilà, peut-être que je peux parler normalement, ce serait peut-être un petit peu mieux, ou peut-être que ça casserait un petit peu l'ambiance, c'est vrai. Au bout d'un moment, tout le monde a demandé à aller au petit coin. Logique à cet âge. On ne se retient pas très longtemps. Les toilettes étaient dans un coin assez isolé du centre commercial, et souvent, malheureusement, il était assez désert. Peu de personnes osaient s'aventurer dans cette partie-là du complexe. Il avait été déserté après un lourd dégât des eaux, et les magasins aux alentours avaient, à ce moment-là, décidé de quitter le centre. Depuis tout ça, cet endroit était un peu à l'abandon, et plus personne n'osait vraiment y mettre les pieds. Le passage était même devenu assez glauque, sombre, les lumières crépitaient, et on pourrait même jurer qu'il faisait plus frais. Ce qui était surprenant pour un centre commercial réputé. Mais ce n'était pas le moment de faire peur aux enfants. Leur envie était bien plus importante qu'une histoire frissonnante. Alors, les enfants se rendent tranquillement aux toilettes du centre commercial. Un endroit un peu reculé, un peu bizarre, où personne se rend. Thomas a été le premier à passer. Une fois fini, il a attendu dans le hall que tout le monde sorte. C'est là qu'il l'a vu. Une grande mascotte, taille humaine, en caoutchouc, apparemment. C'était une sorte de grand chat noir, comme on peut en voir dans les dessins animés, vous savez. Avec de grands yeux, une grande bouche comme un sourire un peu bizarre. Mais Thomas n'a pas eu peur en le voyant étonnamment. Il est juste resté figé, à le regarder quelques secondes, avant d'être distrait par son père qui sortait à son tour. Seulement, quand Thomas a voulu montrer la mascotte à son père, celle-ci avait tout simplement disparu. La personne était sans doute simplement retournée sur son lieu de travail. Le petit garçon l'a cherché du regard tout le reste de l'après-midi, mais il ne l'a pas revu. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Tout va bien pour le moment. Juste une apparition bizarre. Sur le chemin du retour, qui comprenait une bonne demi-heure de route, le petit garçon somnole. Il faut dire qu'il est déjà assez tard, et qu'à cette heure-là, il dort depuis déjà bien longtemps. Quand soudain, alors qu'il en trouvait lentement les yeux, il se redresse brusquement. Il était là, sur la route, le chat. Vous savez, la mascotte en caoutchouc qu'il a cherché tout l'après-midi du regard. Il en était certain. Elle était là. Il interpelle immédiatement ses parents, mais en quelques secondes à peine, la mascotte a de nouveau disparu. Comme durant leur visite au centre commercial. Il avait sans doute rêvé, du moins c'est ce que lui a dit sa mère. Et il n'a pas répondu. Trop fatigué pour le faire. Ils habitaient dans un petit lotissement sécurisé et très calme. Alors pourquoi se méfier? Ils sont tous allés se coucher très vite, sans voir l'ombre qui s'avançait dans leur jardin. Qu'est-ce que c'est que cette ombre? C'est quoi ces apparitions bizarres qu'ils voient de temps en temps? Vers midi, le lendemain, Thomas et sa famille sont attendus par son oncle et tous ses petits cousins. Mais à midi, toujours personne. Alors qu'ils devaient tous arriver vers 11h à la base. Inquiet, l'oncle tente de joindre sa sœur, puis son beau-frère. Mais malheureusement, personne ne lui répond. Ils ne vivent qu'à une dizaine de minutes l'un de l'autre. Alors l'oncle décide d'aller voir ce qu'il se passe. Après tout, ils ont peut-être simplement été retardés par un souci de dernière minute. Alors, je vous préviens, si t'as une âme sensible, je te conseille de quitter la vidéo maintenant. Je vous laisse imaginer la surprise lorsqu'il a vu les 4 voitures de police devant leur maison, la porte balisée, la demeure entourée par un cordon de sécurité et les médias qui commençaient à affluer. Dans la panique, il a essayé d'entrer, mais il a été retenu par 2 policiers qui l'ont emmené à l'écart. Après avoir vérifié son identité, ils ont dû lui annoncer la terrible nouvelle. Toute la famille a été exécutée pendant la nuit. Tous saignés comme des bêtes et ont été laissés pour morts. Ils ont dû énormément souffrir. Malheureusement, la nouvelle a rapidement fait le tour des médias dans la journée. Tout le quartier était choqué par ce qu'il s'est passé, par la manière dont ça s'est passé, pas un bruit, rien, tout dans le silence le plus total. Malheureusement, l'enquête est encore ouverte et personne ne saurait dire qui a pu les assassiner de sang-froid. Personne, sauf ceux qui croient aux théories de Trevor Anderson. Et si cette fameuse mascotte de chat y était pour quelque chose dans cette affaire? Cette mascotte, c'est ni plus ni moins le Cartoon Cat. Le Cartoon Cat, vous l'aurez compris, est un humanoïde à la peau noire, avec une tête de chat. La description a déjà été faite, donc je vais vous éviter la redondance. Non, ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il est extrêmement malveillant et cruel. Il est habité par de mauvaises intentions, et il est considéré par beaucoup comme la créature la plus mauvaise du mythe. Il est capable de se déplacer où il le souhaite, souvent dans le seul et unique but de faire du mal. Le souci, c'est que son physique peut amener des personnes à ne pas se méfier de lui. Vous le voyez, comme ça a fini avec la famille de Thomas. Tout ce que je peux vous donner comme conseil, c'est que si un jour vous vous baladez, que vous entendez un chat, et que vous ne voyez pas de chat, fuyez. C'est tout ce que je peux vous donner comme conseil. La dernière affaire va traiter d'un truc qui nous concerne tous. Est-ce que vous avez déjà pris les transports en commun? Un bus, un métro ou un truc qui s'en rapproche? Eh bien, cette dernière affaire tourne là autour. Bon courage. Il est environ 23h, dans la ville de New York. Le monde grouille encore dans les rues de la grande ville.
Du moins dans les endroits les plus fréquentés. La ville a toujours été animée. En même temps, on ne parle pas de n'importe quelle ville. New York. De jour comme de nuit, on peut toujours trouver quelque chose d'ouvert ou des coins qui bougent. Mais certains endroits sont moins fréquentés que d'autres. Et propices à des vices, et des choses bien plus graves encore. Elena est une jeune femme de 16 ans, qui a appris à se débrouiller seule dans cette grande ville. Ses parents n'ont jamais vraiment été présents pour elle, malheureusement. Elle a toujours eu ce qu'elle voulait, que ce soit en jeu et en argent, une fois plus âgée. Mais l'attention, jamais. Alors elle se débrouille seule, et passe le moins de temps possible chez elle. Sa maison lui rappelle bien trop la solitude. La jeune femme pratique la danse depuis qu'elle est enfant, et elle a atteint un niveau quasi professionnel à son âge. C'est au point qu'elle a déjà intégré le ballet de la ville. Elena est une personne très appréciée dans son lycée. Elle a énormément d'amis sur lesquels elle peut compter, et qui prennent soin d'elle, contrairement à ses parents. Elle dormait au moins une fois par semaine chez l'une d'entre elles pour ne pas qu'elle passe la soirée seule. Ses parents finissaient toujours très tard, ou alors ils sortaient, alors qu'elle soit chez elle ou pas ne changeait pas grand-chose en réalité. Bien, maintenant que je vous ai présenté le contexte, entrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui lui est arrivé, hein? Ce soir-là, Elena a de nouveau un casting très important. Elle sait très bien qu'à son âge, elle n'aurait sans doute pas le premier rôle, mais elle aimerait beaucoup danser sur ce ballet, qui est son préféré depuis son plus jeune âge. 23h56. Le casting a duré tard, très tard, et la jeune femme sort tout juste du conservatoire. Elle est épuisée, mais elle a le sourire aux lèvres. Elle sait qu'elle s'est faite remarquer. Elle l'a vu dans les yeux de son professeur. Il avait toujours été très fier d'elle, mais ce soir, il avait quelque chose de différent. Il ne lui a rien dit, mais elle a un bon pressentiment. Malgré l'heure tardive, les métros tournent encore dans la grande ville. Elena, elle, prend le sens inverse, et la rame est de tout de suite bien plus vide. Il y a seulement quelques travailleurs tardifs. Elena n'y prête pas tellement attention. Elle fait ce trajet 4 fois par semaine, et souvent assez tardivement pour elle. Et il n'y a rien de dérangeant, du moins pour l'instant. Minuit 2, Elena est dans le métro. C'est encore le moment de quitter la vidéo si tu veux. Hein. Si tu veux par exemple dormir ce soir. La rame se vide peu à peu, alors qu'au départ, Elena ne faisait pas très attention. Son regard se porte sur une silhouette, à l'autre bout de son wagon. Une silhouette encapuchonnée, qui ne lui dit rien qui vaille. Comme ça, rien à voir. Mais elle est pratiquement certaine qu'il l'observe quand elle détourne le regard. Bref, cette personne la met curieusement très mal à l'aise. Heureusement, elle n'est pas seule avec lui. Elle se sent encore un minimum en sécurité. Elle vérifie dans son sac qu'elle ait bien sa bombe au poivre, ce qui est le cas. Elle regarde de nouveau par la fenêtre. Elle en a pour 45 minutes tous les soirs, alors autant se détendre. 6 minutes s'écoulent. Minuit 8. Il s'est rapproché. C'est insidieux, vicieux même. Et ça a l'air si innocent comme ça. Mais oui, cette silhouette s'est rapprochée d'elle et veille toujours à garder son visage bien caché. Elena est de plus en plus mal à l'aise. Surtout qu'il y a de moins en moins de personnes pour espérer un minimum d'aide. Elle tente de se caler contre la paroi, son sac bien contre elle, au cas où ils doivent dégainer un truc pour se défendre. Mais non, rien n'y fait. Elle se sent toujours mal. Elle se demande s'elle ne devrait pas descendre. Mais elle a comme l'impression que ça la mettrait encore plus en danger. Alors elle patiente. Elle le tient à l'œil. Mais il ne tente rien. Sans doute parce qu'ils ne sont pas seuls. Elle en est persuadée. Elle décide d'attendre. Avec un peu de chance, il descendra avant elle. Et tout rentrera dans l'ordre. Ouais. C'est une grave erreur d'attendre. Minuit 16. Il est toujours là. Ils sont plus que 3 dans le wagon. Elle, lui et un homme qui tapote sur son ordinateur. Elle regarde rapidement dans les 2 wagons d'à côté. Personne. Sa seule chance, c'est de rester là. Elle refuse de se retrouver seule avec lui. Il pourrait lui faire du mal. Elle en est certaine. Elle est nerveuse. Il s'est assis un peu derrière elle, si bien qu'elle ne peut plus le regarder. Alors elle prend une décision. Si l'autre homme sort avant elle, elle sortira en même temps et marchera jusqu'à la prochaine station. L'air extérieur devrait lui remettre les idées en place. Mais son plan ne va pas se passer comme prévu. Loin de là. Elle avait l'espoir qu'il ne sortirait pas avant elle. Mais si. Alors elle a attrapé ses affaires et elle a sauté du wagon avant que les portes ne se ferment. Je vous le précise, mais son plan est très simple. Sortir en même temps que la 3e personne pour être sûre d'être toujours avec quelqu'un au cas où l'autre mec tente de l'agresser par exemple. Elle court dans les escaliers du métro pour atteindre l'extérieur. Après avoir fait quelques pas, elle vérifie. Non, c'est bon. Personne. Pas de pas, rien. Elle avance, se retourne à chaque bruit. On n'est jamais trop prudent. Mais au fur et à mesure qu'il avance, elle se détend. Non, elle est certaine, elle a sauté du wagon juste avant que les portes se ferment. Il n'a pas pu la suivre. Elle avait été maligne sur ce coup-là. Elle fait quand même très attention. Mais tout va bien pour elle. Demain, ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Tranquille. Et c'est la fin de cette 3e affaire. C'est faux. C'est faux, évidemment. Minuit 41. Elena atteint la prochaine station et entre, parfaitement détendue. Il y a personne. Mais bon, à cette heure-ci, elle s'en doutait. Alors elle attend. Prochain métro dans 7 minutes. Parfait. Elle s'installe quand un bruit léger attire son attention sur la gauche, vers les escaliers, où elle voit des baskets noires apparaître. Et ce suite à capuche qui lui faisait tant peur il y a moins d'un quart d'heure. Elle a manqué de vigilance et il hurle, se précipite pour fuir. Malheureusement, c'est la dernière chose que les caméras de surveillance ont filmé. Elle qui se retourne, qui part en courant. Quelques minutes plus tard, le métro s'arrête et le conducteur sort précipitamment.
Étendu sur le sol, le corps sans vie d'Elena le regarde. En à peine quelques minutes, c'était terminé. Et le tueur avait disparu, sans laisser la moindre trace. On y vient donc à se demander qui a pu faire cette horrible chose. Et évidemment, on a mené une petite enquête. Pour ceux qui croient aux théories de Trevor Anderson, la plus probable, c'est celle-ci. Beaucoup de détraqués peuvent rôder dans les grandes villes, mais laissez-moi vous parler de celui-là. Malheureusement, il n'y a pas grand-chose à en dire, vu qu'il n'a jamais été attrapé. Il a été surnommé Rowdy, et n'attaque que dans le métro de New York la nuit. Il peut s'attaquer à n'importe qui du moment qu'il tue et qu'il fait mal. Après quelques analyses, on a déterminé qu'il aurait une personnalité psychopathe. Il est très dangereux. Malheureusement, on n'en sait pas plus sur cette personne mystérieuse. La police cherche à lui mettre la main dessus, mais il semble déjoué à chaque fois. Voici Rowdy, le dernier personnage de cette troisième affaire, la dernière créature de Trevor Anderson. Messieurs, dames, je vous propose un truc. Tu t'abonnes à cette chaîne YouTube et on se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode traitant de nouvelles créatures autour de Trevor Anderson. C'était Noah, ce fut un plaisir. Bye.